Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez parler de tout ce qui fait votre vie et de tout ce qui vous tient à cœur. À tout moment, vous en composez le programme. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Hassiba et Pauline sous l'œil bienveillant et attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Vous pouvez également à tout moment intervenir par courriel sur le site europe1.fr, par SMS au 7 21 21 code nuit. Et puis bien sûr, si vous vous retrouvez dans une histoire, si vous voulez nous faire partager votre expérience, si vous voulez apporter votre soutien à un auditeur, eh bien n'hésitez pas à composer jusqu'à 1h puisque nous sommes en direct le 39 21 39 21. Je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. J'ai un petit message justement de Jean-Marie qui nous souhaite une bonne émission et puis qui me dit Monsieur Guiraud a-t-il laissé quelques bouteilles de Chablis pour vous tous? Bah non, je vois que il se sent pas ennuyé là, l'équipe des sports. Non, j'ai rien trouvé là. Moi, je carbure au Coca là ce soir, mais non, on n'a rien trouvé, hein, Fifi. Pas de bouteilles de Chablis. Mais alors ils sont partis avec. Ah, bon, étonnant. Alors c'est Alexandre qui est reparti avec ça et puis il a mis tout ça à la cave, hein, l'ami Alexandre Delperrier là. Parce que connaissant Guy, il m'en aurait certainement mis une de côté. Mais bon, je vais voir ça demain avec Alexandre. Vous faites bien de me prévenir, Jean-Marie, on va mener l'enquête. Et puis je voulais bien sûr souhaiter ce soir un très bel anniversaire à la petite Louane qui fête son premier anniversaire et qui a un célèbre papy que vous connaissez tous puisque c'est l'ami Georges. Allez, on accueille tout de suite, je crois que c'est Didier qui est avec nous. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Didier. Je vous remercie d'avoir sélectionné mon appel. Ah ben, je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Bon, je sais pas trop par où commencer. Enfin, je sais, mais je dirais que c'est un petit peu long et compliqué. Alors, je voudrais essayer d'être le plus clair possible. Voilà, il y a 10 ans, au cours d'un stage professionnel, j'ai rencontré par hasard une femme. À l'époque, donc j'avais 42 ans. Cette femme-là avait 38 ans. Oui. Moi, j'étais divorcé depuis bientôt 10 ans, avec deux enfants que j'avais en garde alternée. Et puis cette femme-là m'avait dit qu'elle vivait avec quelqu'un et puis qu'elle avait un garçon d'un premier mariage et puis une fille. Mais on s'était pas donné plus de détails, hein. C'est un stage qui durait une semaine. On était en internat, on s'était présenté succinctement, mais rien d'autre, quoi. Et puis au cours de cette semaine. Donc on s'est régulièrement retrouvés pour parler des sujets du stage et tout ça, et on était très souvent sur la même longueur d'onde. Et puis moi, depuis 10 ans que j'étais divorcé, j'avais eu quelques aventures comme ça sans lendemain, mais j'avais jamais rien ressenti pour personne. Et puis la veille de la fin du stage, je me suis rendu compte le soir quand j'étais dans ma chambre, je me suis rendu compte que je pensais à cette femme, que j'avais des sentiments que j'avais pas ressentis depuis très très longtemps. Oui. Bon, mais comme elle était avec quelqu'un, je me suis dit bon, c'est pas la peine de briser un ménage ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon genre. Mais par contre, le lendemain midi, après le repas, j'étais sorti fumer une cigarette, elle m'a rejoint, et puis je lui ai dit écoute, je voudrais te dire quelque chose, je voudrais te remercier parce que depuis 10 ans que je suis divorcé, j'ai jamais rien ressenti pour personne. Et là, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Alors, je sais que t'es pas disponible, surtout le prends pas mal, mais je voudrais te remercier parce que je croyais que c'était mort. Et puis, grâce à toi, je sais que ça peut repartir. Donc, je te remercie beaucoup. Et puis, comment avait-elle réagi à ce et contre toute attente, elle me répond, écoute, pour moi, c'est pareil. Ah, oui. Bon. Alors, donc. Vous ne vous attendiez pas à cela? Comment? Vous ne vous y attendiez pas? Non, pas du tout. Mais ça ne vous a pas encouragé à aller un petit peu plus loin? Si. Donc à la fin du stage, si vous voulez, je l'ai accompagné parce que on était éloignés géographiquement,
de 500 km à peu près. Elle était venue en train, moi j'étais venu en voiture, donc je l'ai raccompagnée à la gare, et puis en attendant son train, on a bien discuté. Et puis là, elle m'a dit qu'en fait, bon, elle vivait avec le père de sa fille, mais depuis que sa fille était née, donc 2 ans auparavant, il n'y avait plus rien entre eux. Ils cohabitaient simplement parce que lui, il pouvait pas partir, il était d'origine étrangère, et puis donc voilà, et puis bon, même s'il y avait plus rien entre eux, ça n'empêche pas que c'était un bon père et qu'il s'occupait bien de sa fille et tout ça, donc voilà. Oui. Et donc on s'est échangé nos numéros de téléphone professionnels, et puis moi je lui ai dit, écoute, pour moi t'es pas vraiment libre, donc si un jour tu le deviens, bon bah tu peux me contacter, ça me fera plaisir, quoi. Mais moi je lui ai dit, dans l'immédiat ça me paraît pas possible. Bon, et puis en fait je suis rentré chez moi, et puis j'avais la tête complètement à l'envers, quoi. J'étais vraiment très très amoureux. Oui. Et j'ai passé le week-end avec mes enfants, et c'est ça, je pensais sans arrêt à elle. Et finalement le lundi matin, donc 2 jours après la fin du stage, moi qui généralement tiens mes engagements, je l'ai appelé à son travail en lui disant, écoute, j'arrête pas de penser à toi, c'est incroyable. Et elle me répond, bah écoute, moi c'est pareil, je t'ai déjà écrit, tu vas recevoir du courrier, ici et ça. Et donc on s'est vu plusieurs fois, donc on se retrouvait quelques fois à Paris, parce que je vous dis, on était très éloignés géographiquement, puis c'était pas très très simple. Alors on s'est vu donc clandestinement, parce qu'elle avait beau ne plus avoir de sentiments pour son ex-conjoint, mais elle lui avait pas dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, quoi. Donc on se voyait en cachette, et ça a duré pendant je dirais 6 mois à peu près, où on se voyait plus ou moins régulièrement en fonction des possibilités de chacun. Et puis jusqu'au jour où son compagnon, donc elle pressait quand même de partir ici et ça parce qu'elle voulait retrouver sa liberté, un jour donc fouille dans son sac et puis trouve une photo de moi. Et puis donc il a pété les plombs, il est devenu violent, elle a été obligée d'appeler la police, et puis donc elle a porté plainte. Et puis après donc il est reparti quelque temps dans son pays d'origine. Il a fait quelques allers-retours. Nous, pendant ce temps-là, on a essayé de voir à quel endroit on pourrait s'installer, parce que professionnellement, pour qu'on puisse se rapprocher. Donc on a sillonné pas mal d'endroits, on aurait pu avoir des possibilités de mutation, et puis bon, malheureusement, on n'a rien trouvé qui nous paraissait plausible. Et puis pendant ce temps-là, il y a une voisine à elle qui nous a prévenu que donc son ex-conjoint avait à nouveau envahi l'appartement, avait fracturé la porte et envahi l'appartement et s'était installé. Donc quand elle est revenue, elle a été à la police, mais la police lui a dit, écoutez, comme il est domicilié à cette adresse-là, on peut pas considérer qu'il y a effraction, on ne peut rien faire. Et puis donc après ça, elle avait peur, elle était pas du tout rassurée, ce qui peut se comprendre, et nos visites, nos rencontres se sont espacées, et puis jusqu'à devenir quasiment inexistantes. Les coups de fil de plus en plus rares, parce qu'elle était épiée sans arrêt, il la harcelait sans arrêt. Et puis moi je lui avais proposé d'aller le voir, son ex-conjoint, pour lui expliquer les choses. Et puis elle m'a dit non, surtout pas, il veut te tuer. Enfin, c'était une horreur. Oui, c'était pas forcément la meilleure solution. Oui. Donc moi naïvement je me disais que, mais bon, visiblement il n'était pas du tout dans cet état d'esprit, donc je ne l'ai pas fait. Et puis donc je vous dis, les visites et les rencontres comme les coups de fil se sont espacés. Et puis au bout de 6 mois, ça n'avançait pas. Et j'en ai eu assez, je souffrais, et sûrement qu'elle aussi, elle souffrait de son côté. Et un jour, donc, j'ai fait un petit colis et j'ai renvoyé les courriers, les petits cadeaux qu'on s'était fait et tout. Puis j'ai dit, écoute, je peux plus supporter cette situation-là, je préfère arrêter, c'est plus possible. Et j'ai renvoyé ça à une voisine à elle qui nous servait de relais de temps en temps, quoi. Et vous n'avez plus eu de nouvelles? Alors, elle m'a écrit, elle me disait qu'elle était très triste, mais qu'elle pouvait pas faire autrement, mais qu'elle me comprenait. Enfin bon, voilà. Et puis il s'est passé à peu près 3 ans,
Et au bout de 3 ans, donc un soir, je rentre chez moi et elle m'avait appelé, elle avait laissé un message sur mon répondeur me disant qu'elle était libre maintenant avec sa fille et que si je souhaitais la contacter, ce serait avec plaisir qu'elle m'entendrait. Et puis en fait, à ce moment-là, moi j'étais tombé malade, j'ai quelques ennuis de santé avec ma vue depuis l'âge de 16 ans. J'ai perdu l'œil gauche à 19 ans et puis il y a l'autre qui prenait le même chemin. Ma vue baissait tout doucement et puis donc ça plus le stress, j'avais perdu j'ai fait une pelade complète. J'ai perdu tous mes cheveux, mes cils, mes sourcils et tout ça. Et donc au moment où elle m'a appelé, donc j'étais dans cet état-là. Et moi qui n'ai jamais été très sûr de moi, qui me suis jamais trouvé bien physiquement, là en plus à l'idée de la revoir 3 ans après, puis complètement changé, je m'en sentais pas capable, j'avais pas le courage. Oui. Et ce qui fait que j'ai rappelé quand même chez elle. Bon, je suis tombé sur son répondeur et puis je lui ai dit écoute, je suis content pour toi, je suis content que ça se soit arrangé ta situation. J'ai dit malheureusement moi je peux rien pour toi, je te souhaite bonne chance. J'ai dû lui dire un truc à peu près comme ça, je lui ai pas donné de détails quoi. Elle m'a envoyé une carte postale peut-être l'année suivante à laquelle j'ai pas répondu. Et puis voilà, les années se sont passées et de temps en temps quand même j'y pensais régulièrement. Moi pendant ces 10 années-là, j'ai fait quelques rencontres mais parce que je vous ai pas dit peut-être, j'aurais peut-être dû aussi préciser, c'est important. Je dirais que les sentiments qu'on a eus, enfin je peux dire parce que j'ai l'impression qu'elle m'a toujours dit que c'était pareil pour elle. C'était vraiment quelque chose de très très fort qu'on n'avait jamais ressenti avant. Et donc pendant ces années-là, donc j'y pensais comme un vrai bon souvenir quoi. Et puis de mon côté, donc ma vue a continué à baisser. Et puis depuis maintenant 27 mois, je suis en arrêt de travail à cause de ça. On m'a d'abord opéré de la cataracte sur l'œil, mon seul œil restant. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et puis 6 mois après, on m'a fait une greffe de cornée. Et il y a seulement depuis 3-4 semaines que je commence à y voir à peu près correctement et à pouvoir conduire à nouveau. Sinon, depuis ce temps-là, je suis en arrêt de travail et ma vue, elle oscillait entre à peine 1/10 et 3/4. C'est important si vous pouvez en plus voir de nouveau et au point de reprendre le volant. C'est une sacrée avancée là. Oui. Je dirais que dans mon malheur, j'ai la chance de vivre à une époque où on fait des progrès énormes et d'être tombé dans entre bonnes mains. Oui. Et alors, pourquoi vous me reparlez de cette femme plus de finalement 10 ans après de cette rencontre? J'y pensais, je vous dis, de temps en temps, et je l'ai contactée au début de cette année. Je l'ai appelée le 1er février exactement, un dimanche soir vers 18h. Et puis, à tout hasard, elle était toujours dans l'annuaire, donc j'ai appelé. Et puis, en fait, on a parlé pratiquement 9 heures au téléphone. Ah bon? Ouais, entre 18h et puis 4 heures du matin, là, il s'est pas... Et puis, voilà, et puis on s'est un peu raconté nos 10 ans qui étaient passés. Elle aussi, elle avait fait 1 ou 2 rencontres, mais il n'y avait jamais rien eu d'aussi fort que ce qui s'était passé entre nous sentimentalement. Et puis donc on a décidé de se revoir. Elle était donc libre, moi aussi. Oui. Et donc on s'est revus 3 fois à Paris, de façon assez espacée. Alors avec des difficultés pour moi, parce que comme je vous disais, moi à cette époque-là, j'avais entre 1 et 3/10 suivant les jours, donc c'était pas facile. Et puis après, elle est venue une semaine chez moi avec sa fille, et puis sa sœur. Parce que elle a une sœur qui a des ennuis de santé, qui est atteinte de fibromyalgie. Et puis sa sœur et elle sont très très proches. Elles ont 6 ans d'écart, mais elles ont... Mais c'est curieux qu'elles viennent avec sa sœur. Je dirais symbiotique. Oui. Elles ont perdu leur mère quand elle avait 12 ans, puis la petite sœur donc quand elle en avait 7. Oui. Et puis elles ont grandi ensemble, elles se sont épaulées, puis elles ont traversé des galères et des galères. Mais de là à venir chez vous avec sa sœur c'est parce que moi je l'avais déjà rencontré une fois il y a 10 ans. Oui. Et puis par rapport à ses ennuis de santé, à sa sœur, pas très très loin de chez moi, il y avait un guérisseur qui prétendait pouvoir soulager, sans pour autant guérir, mais au moins soulager ses problèmes.
Et moi, donc, je lui avais dit, bah écoute, viens avec ta sœur, et puis on ira voir ce type-là. Ça engage à rien, quoi. Et on a passé donc une semaine tous ensemble. Ça s'est pas passé très très facilement parce qu'en plus à cette époque-là, c'est une période qui a été très très difficile pour moi où j'y voyais encore moins que j'avais fait une vraie rechute et j'avais même plus un dixième là. Donc ça a été très très difficile et j'ai eu l'impression d'être un peu mal compris. Je me suis pas senti épaulé quoi. Je trouve qu'elle est très différente, mon amie, elle est très différente quand elle est toute seule avec moi que quand elle est avec sa sœur ou avec sa fille. Oui, c'est un peu normal. Oui, peut-être. Enfin, remarquez, quand elle est toute seule avec sa fille, ça se passe bien. Quand elle est avec sa sœur, il y a une différence. Bon, mais et vous en êtes où de votre relation alors, pour qu'on avance un petit peu, puisque vous nous avez reposé le contexte, mais on peut pas non plus trop développer. Vous en êtes où maintenant de votre relation? Donc, on s'est vu depuis. Alors après cette semaine de vacances, bon, elle m'a reproché pas mal de choses. Parce que, vous savez, quand on y voit mal comme ça, bon, moi, le seul moyen que j'avais, c'est quand je pose un objet à un endroit, c'est de toujours le mettre au même endroit, sinon je peux plus me repérer, quoi. Bon. Et puis elle m'a reproché d'être maniaque, on peut pas bouger des choses, on peut pas ci, on peut pas ça. Alors, ça a été, et j'ai eu plein de reproches dans les semaines qu'on suivit, ce qui fait que notre relation s'est un peu dégradée au téléphone, on va dire. Et puis, ça m'embêtait que ça se termine comme ça, donc, je lui ai dit, écoute, ça serait bien quand même qu'on se revoie tous les deux et puis qu'on discute un peu plus longuement. Et à chaque fois qu'on se voit, ça se passe toujours très très bien. Et entre deux, au téléphone, ça se dégrade très souvent. Alors je dirais nos visites, nos rencontres, elles sont espacées d'un mois, des fois un petit peu plus. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours superbe. Et puis entre deux, ça se dégrade. Et puis là, voilà où j'en suis. On est toujours au même point. Là, normalement, je devais la rejoindre pas ce week-end qui vient de passer, mais l'autre d'avant. J'étais prêt à partir. Et puis, le matin du départ, elle m'a pris la tête avec je sais plus quoi, à propos de sa sœur. Et puis, vu ça, je lui ai dit, écoute, est-ce que c'est bien qu'on se voie quand même, parce que là, justement, on allait se voir avec sa sœur à nouveau et sa fille, et je lui dis, si on a des choses à mettre au point et tout, c'est pas la peine de le faire devant ta fille, ni devant ta sœur, qui a déjà assez que ses problèmes. Et depuis, donc, elle m'avait proposé, elle m'avait envoyé un SMS me disant, veux-tu que je t'appelle pour qu'on parle? Et puis, sur le coup, je lui ai pas répondu, parce que je me suis dit, au téléphone, c'est pas la peine, ça ne marche jamais, on y arrive pas. Donc j'y ai envoyé un SMS 2 jours après en lui disant, écoute, je pense pas que ce soit une bonne solution le SMS. Je sais plus quoi faire face à toutes ces incompréhensions, quoi. Et voilà où j'en suis. Alors, est-ce que vous ne pensez pas aussi que finalement, elle, lorsqu'elle vient avec sa sœur ou sa fille, c'est une façon aussi de ne pas se retrouver seule avec vous? Parce que c'est vrai que forcément, il n'y a pas la même intimité. Écoutez, finalement, je l'ai vu que depuis que je l'ai retrouvé là au mois de février, je l'ai vu qu'une fois. Oui, mais c'est pour ça. Avec sa sœur et. Si finalement vous voyez aujourd'hui de façon amicale, si je comprends bien. Non. Enfin, attendez, je vous suis pas là. Vous êtes dans une relation amicale? Ah non, on est. Non, vous avez renoué un lien amoureux. Oui, ça s'est fait pratiquement instantanément, quoi. Quand je l'ai recontacté le 1er février, je veux dire, très vite, moi de mon côté, au bout de quelques heures que je discutais avec elle, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas mort. Est-ce que vous lui avez expliqué pourquoi, au fond, pourquoi vous ne lui avez pas dit que vous aviez des problèmes de santé au moment où elle vous a relancé? Et c'est peut-être ça qu'il faudrait un peu mettre carte sur table, parce qu'elle vous en veut peut-être lorsqu'elle est revenue vers vous à plusieurs reprises. À ce moment-là, vous n'avez pas été clair avec elle. Vous lui avez pas dit au juste ce qui se passait. Alors, que vous aviez des ennuis de santé, c'est peut-être le moment de lui dire. Alors ça, et puis aussi que vous n'êtes pas maniaque, mais quand on a un dixième de vue, évidemment, on met les objets à la même place pour être sûr de les retrouver. Voyez, autant jouer carte sur table.
Alors, si vous voulez, à l'époque où je lui ai renvoyé un message Oui. sur son répondeur que je lui avais pas dit, là, depuis que je l'ai retrouvé au mois de février, je lui ai expliqué les choses, je lui ai même montré une photo de l'état dans lequel j'étais à cette époque-là. Bon. Et là, il m'a dit, oui, c'est vrai, je comprends pourquoi... Non, visiblement, il m'en veut pas pour ça. D'accord. Bon, je crois que maintenant, il s'agit... L'important, c'est quand même, quand vous êtes ensemble, ça se passe bien. C'est au téléphone où vous vous embrouillez un petit peu. Il vaut mieux ça que l'inverse. Si au téléphone tout allait bien et puis que lorsque vous êtes ensemble ça se passe très mal, ça sera un petit peu embêtant. Je crois que maintenant c'est important de lui dire, même si elle est très liée à sa sœur et que ça l'ennuie, qu'elle culpabilise peut-être de laisser sa sœur seule. En même temps, vous ne pouvez pas véritablement vous retrouver une complicité si vous êtes à 3, voire à 4 avec sa fille. Donc il faut quand même que vous ayez des moments d'intimité, mais lui dire non pas en critiquant sa sœur, lui dire que vous avez besoin vous de la retrouver, de partager des moments d'intimité avec elle. Je crois, vous voyez, insister là-dessus en disant que vous avez besoin de passer des moments vraiment seuls avec elle pour la retrouver, pour refaire connaissance avec elle. Parce que même si vous retrouvez instantanément cette complicité, que ça c'est assez merveilleux, assez exceptionnel, vous avez quand même besoin de refaire connaissance, parce que c'est pas rien 10 ans qui se sont écoulés. Bien sûr, bien sûr. Donc je crois qu'il faut simplement pouvoir en parler et puis que vous il y a eu qu'elle vous découvre, parce qu'il peut y avoir une certaine confusion. Voyez, entre ces problèmes de vue que vous aviez, elle prenait ça pour de la maniaquerie. Donc il y a des choses. Alors sans forcément vous lancer dans des discussions déjà un peu âpres et mettre les choses à plat. Et il faut que les moments que vous passiez ensemble soient des moments plutôt doux, drôles ou amusants. Enfin, que vous soyez bien ensemble. Si vous vous retrouvez et que déjà vous mettez une discussion, les choses à plat, ça risque d'être un peu pesant. Mais que ça soit plutôt des moments agréables et des moments d'intimité. Et c'est vrai que si à chaque fois vous vous retrouvez à 3 avec sa sœur, ça va pas aller. Donc sa sœur, elle peut la voir la semaine, mais que écoutez, il faut. Ensemble, hein. Oui, mais ça c'est bon. Voilà, vous l'avez dit vous-même, elles ont une relation fusionnelle. En même temps, qu'est-ce que vous voulez c'est sa culpabilité à elle de ne pas arriver à se séparer de sa sœur. Donc ça va être compliqué certainement, parce que vous l'avez dit, elles ont une relation très fusionnelle, très symbiotique, et ça doit être compliqué pour votre amie d'aller prendre du bon temps, disons-le, avec vous pendant que sa sœur, elle est seule et pas très bien. Mais en même temps, elle peut pas non plus sacrifier totalement sa vie de femme à sa sœur. Il faut peut-être qu'elle comprenne ça. Alors ça se fera. Il s'agit pas de la brusquer, mais dire que ça vous paraît quand même difficile de vous retrouver et de créer une véritable relation à 3. C'est pas imaginable ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut en parler. La discussion est pas facile sur ce sujet parce que. Certainement. Ça, je veux bien vous croire, mon cher Didier. Ça doit pas être facile parce que il doit y avoir beaucoup de culpabilité derrière. Mais en même temps, vous verrez bien si vous êtes face à un couple, là. Donc, quand on est 3, c'est jamais très bon. Alors, avant, il y avait le compagnon et maintenant, il y a la sœur. Mais comment faisait-elle ? Vous pouvez lui demander peut-être comment elle faisait quand elle était avec son compagnon. Vous pouvez lui demander, dire mais comment ça se passait. Ouais, à l'époque, sa sœur n'avait pas d'ennui de santé. Oui. Ça s'est déclaré. Mais il faut peut-être qu'elle apprenne aussi. Sa sœur peut trouver un autre moyen. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue aussi dépendante et qu'elles sont devenues aussi dépendantes l'une de l'autre. C'est peut-être une façon un peu d'aborder les choses et d'en parler un petit peu avec elle. Bon courage en tout cas. Ok, je vous remercie Caroline. Au revoir Didier. Bonsoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un
petit message de Coco qui dit bon anniversaire à Louane, qui a un doux prénom, et un coucou amical à son papy Georges. Et puis Sergio qui dit bon anniversaire à la petite Louane, gros bisous à elle et à son super papy. Et on accueille maintenant Eric. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre mon témoignage. Oui, je vous en prie. En fait, je vous appelle ce soir car j'ai besoin de conseils. Oui. Comment vous dire, suite à un divorce très douloureux, il y a 3 ans et demi. Oui. Je n'arrive toujours pas à me reconstruire, sentimentalement. Oui. J'ai su rebondir au niveau professionnel, mais pas dans ma vie privée. Vous étiez ensemble depuis... Pendant 10 ans. Ah oui. Et, c'est elle qui a décidé le divorce. J'avais un bon poste. Oui. Et j'ai été placardisé. Le mot n'est pas trop fort. J'ai pas vu le vent venir et je pense que c'est ça qui a détruit mon couple. Parce qu'il y avait automatiquement des répercussions quand je revenais chez moi, enfin à la maison, quoi. J'étais plus le même. Et disons que peut-être à un moment, mon épouse à l'époque ne travaillait pas, avait fait des études, n'avait pas trouvé sa voie. Oui. Je pense que moi je m'étais, passez-moi l'expression, c'était quand même moi qui faisais, parce qu'on a 2 enfants. Oui. J'ai la résidence alternée. Et oui, je disais que c'était quelque part c'était moi qui faisais bouillir la marmite, donc je m'étais vraiment investi professionnellement et c'est vrai que j'avais un très bon poste. Après, au fur et à mesure, réduction des effectifs, j'ai pas pris le virage que j'aurais dû prendre et je pense que c'est ce qui a fait que mon épouse m'a quitté, quoi. Vous vous sentez donc complètement responsable, là ? Quand vous dites que vous n'avez pas pris le virage que vous auriez dû prendre, à quel niveau ? Je me dis pas Non, mais Eric, quand vous dites que vous n'avez pas pris le virage que vous auriez dû prendre, à quel niveau ? Professionnellement ou... Oui, professionnellement, oui. Donc vous vous sentez responsable de votre placardisation ? Comment ? Vous vous sentez responsable de votre placardisation ? Non, c'est ma hiérarchie. Non, pas du tout. Là, non, c'est le fait que de n'avoir pas pris un virage. En fait, je coûtais trop cher à la société, vous voyez. Et puis on a fait du harcèlement moral. J'aurais pu, je pense, comment dirais-je, les faire condamner. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai pris un autre virage professionnel et puis tout en restant un petit peu dans le milieu. Donc j'ai préféré partir par la petite porte, vous voyez. Donc j'ai su, ça je l'ai fait parce qu'après ça faisait 20 ans que j'étais dans le même milieu. J'ai pris un autre virage à 180 degrés dans lequel je me trouve toujours aujourd'hui. Donc ça, je pense que je l'ai fait pour sauver mon couple, vous voyez, parce qu'à l'époque, il y avait de l'eau dans le gaz, je veux dire, mais on était encore ensemble, quoi. Donc j'ai pris ce virage parce que mon ex-épouse à l'époque me reprochait de pas être assez souvent à la maison, quoi, de pas m'occuper assez des enfants. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce virage. Mais je pense que c'était trop tard. Le mal était déjà fait quelque part. Oui, mais en même temps, elle vous reprochait de trop travailler ? Elle me reprochait de m'investir trop professionnellement et pas assez, à la maison. Mais c'était difficile parce que j'avais des plages horaires quand même assez importantes, quoi. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, on a longuement discuté, je lui ai dit, écoute, je vais, vu que ça se passe pas très bien au travail, ils font tout pour se séparer de moi, je vais anticiper, je vais chercher autre chose. Oui. C'est ce que j'ai fait. Et là, avec une qualité de vie, je travaillais plus le week-end et autres. Mais bon, elle avait déjà rencontré quelqu'un avant et bon, c'était trop tard, quoi. Je m'en suis aperçu. Le mal était fait. Oui, donc de toute façon. Oui. Puis c'est un peu, c'est un peu facile de dire ça quand finalement vous dites que vous étiez le seul à faire bouillir la marmite. Donc après vous reprochez de passer beaucoup de temps au travail. En même temps, vous étiez le seul à assurer les revenus de la famille. Oui, tout à fait, oui.
Donc je ne sais pas, est-ce qu'elle c'était par choix, qu'elle ne travaillait pas Non, comment... parce qu'elle n'avait pas trouvé dans sa branche. Elle a fait des formations, puis bon, maintenant ça y est, elle a rebondi. Mais non, je veux Oui, dire, mais elle était peut-être elle-même dans une frustration par rapport à sa vie. Dans l'entourage, non, je ne dois pas me culpabiliser dans la mesure où, bon, vous savez bien, quand il y a divorce, il y a du tort des deux côtés, c'est clair, en règle générale. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai rencontré, bon, ça fait 3 ans et demi que nous sommes divorcés, et j'ai rencontré d'autres personnes et j'arrive pas. Bon, elle était plutôt séduisante, je pense. Oui. Et je n'arrive pas à reconstruire. Il y a toujours quelque chose qui fait que, bah voilà. Vous les comparez ces femmes je compare trop, quoi. À votre ex-femme. Oui. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'elles ne sont pas aussi séduisantes, qui voilà, aussi. Voilà, oui. Alors que bon, il y a pas que ça je sais, mais je suis devenu terriblement difficile, vous voyez, voilà. Ben parce que vous avez encore votre ex-femme dans la tête, hein. Et surtout, il y a une culpabilité très forte chez vous. Donc c'est difficile quand on se sent responsable. Vous avez beau dire que votre entourage, essaye de vous dire que, vous voyez, s'ils en sont à vous tenir ces propos, c'est qu'eux aussi sentent que vous vous sentez très responsable de ça. Mais vous avez beau essayer de vous rattraper à ces discours-là, au fond de vous, vous vous sentez terriblement responsable. Oui, je pense, oui. Donc du coup, quand on se sent comme ça coupable, on a du mal on a beaucoup plus de mal à faire le deuil d'une relation, à repartir, à s'autoriser de nouveau à vivre quelque chose. Et puis bon, dans les faits, vous m'avez dit tout de suite que ça a été un divorce très douloureux. Oui, parce que j'étais pas du tout, même si on n'est jamais préparé, se retrouver du jour au lendemain dans une maison sans femme et sans enfant, oui. C'est pas facile à vivre. Du jour au lendemain, c'est voilà. Qui plus est, elle, quand elle est partie, elle partait avec quelqu'un, quoi. Donc moi, je me retrouvais, voilà. Et je l'aimais, je l'aimais beaucoup. J'étais, je l'ai toujours couverte de cadeaux, tout. C'est mon côté un petit peu généreux et autres. Et voilà, ça m'a fait, franchement, ça a été vraiment une période très très difficile. Qui était suivie en plus d'une période où dans votre travail vous avez vécu aussi des choses très difficiles. Tout à fait, oui, c'était une spirale. Donc ça a été une spirale terrible là. Oui. Et où en fait vous vous défonciez, pardonnez-moi, c'est assez familier, mais pour vous en sortir, quoi, pour maintenir la tête hors de l'eau et pour essayer de faire que votre famille s'en sorte. Alors bien sûr qu'on pourrait dire dans ces cas-là, peut-être que vous n'avez pas fait en sorte, vous vous êtes laissé aspirer par votre travail et peut-être pas chercher auprès de votre femme le soutien que vous auriez pu avoir. Mais enfin, elle a peut-être aussi justifié sa frustration, le fait que vous n'étiez pas assez souvent là pour, au fond, se trouver auprès d'un autre homme ce qui lui manquait. Elle a pas su vous en parler non plus plus tôt, parce qu'après tout, elle aurait pu en parler plus tôt et pas seulement. J'étais prêt à passer l'éponge, même s'il y avait eu, qu'elle avait, vous voyez, je l'aimais tellement que j'étais prêt, mais elle a jamais voulu, elle m'a toujours caché, quoi. Je l'ai appris qu'après, quoi. J'étais prêt à lui pardonner pour qu'on reparte de plus belle, mais elle m'en a pas donné l'occasion. Elle a préféré partir, quoi. Voilà, parce qu'après tout, elle vous dit ça. D'après ce que je comprends, c'était un peu, de toute façon, c'était trop tard. C'était presque comme si elle avait déjà rencontré cet homme et à moins qu'elle vous ait envoyé plein de signaux que vous n'avez aussi peut-être pas vus parce que vous étiez à ce moment-là noyé dans vos propres difficultés professionnelles. C'est possible aussi. Ouais, je pense qu'elle avait décidé de changer de vie, je pense. Oui. Oui, alors je reçois d'ailleurs un message là de Marie-Claude au 7 21 21 qui dit bravo pour l'épaule et le soutien apporté lors des difficultés.
C'est vrai qu'on peut aussi voir ça. Juste, ça me ferait très plaisir d'avoir des témoignages, voyez, de gens qui ont réussi à s'en sortir, ou même de gens qui soient dans le même cas de figure. Voyez, ça me. C'est-à-dire qu'après une séparation, un divorce, ont du mal comme ça à rebondir au niveau sentimental. Ouais, j'aimerais beaucoup avoir ce genre de témoignages. Ça me permettrait de voir un petit peu, parce que je pense qu'il y en a qui, bon, bien sûr, ont réussi, hein, et d'autres qui sont comme moi. Mais là où j'ai beaucoup de mal, c'est qu'autant au niveau professionnel, comme je vous l'indiquais à l'instant, j'ai vraiment réussi à rebondir plutôt très bien, hein, au niveau sans vraiment avoir les armes, mais avec du courage et de la ténacité et de la volonté. Mais au niveau vie privée, c'est plus compliqué. Mais oui, mais parce que là, ça vous touche plus profondément. Vous êtes, vous ne l'avez pas vu venir. Vous êtes très très atteint et vous vous en voulez terriblement. Oui. Comme si vous étiez vraiment presque l'unique responsable. Il faudrait arriver à voir que dans cette histoire, vous n'étiez pas seul et que peut-être vous n'avez pas su parler des difficultés que vous rencontriez à ce moment-là parce que vous vouliez vous montrer solide, pas inquiéter votre épouse. Mais on peut se dire que vous pouvez vous dire qu'elle non plus n'a pas su vous parler de ce sentiment de solitude qu'elle avait, peut-être de sa frustration à rester à la maison, à élever les enfants, à ne pas pouvoir exister en dehors de cela. Enfin, elle n'arrivait pas, semble-t-il, non plus à vous exprimer les choses. Oui, tout à fait. Et puis, qui plus est, aujourd'hui, je le sais par le biais des enfants et même par son comportement, elle est pas heureuse en couple. Hein. Elle est partie, mais elle est loin d'être heureuse. Hein. Je dis pas ça parce que je suis loin d'être aigri. Voilà. Simplement, j'ai le retour des enfants, quoi. Je vois bien. Hein. Mmh. Quel âge ont vos enfants ? 15 et 10. D'accord. Mmh. Donc voilà, quoi. Mais voilà, je pensais pas que ça allait être aussi dur. J'avais, vous savez, les divorces, j'en connaissais. J'en avais des gens dans mon entourage qui avaient divorcé. Donc, mais quand on n'est pas complètement imprégné, on peut pas, voilà. On peut pas s'imaginer. Bon, puis il y a divorce et divorce. Bon, on me dit souvent, ouais, on peut très bien, comment dirais-je, rater son mariage et réussir son divorce. Je dis oui quand il n'y a pas de patrimoine et quand il n'y a pas d'enfant, quoi. Oui, ça, ce sont un peu des formules. Hein. C'est quand même toujours douloureux un divorce, même si ça peut, si vous voulez. Ouvrir sur une période vraiment de reconstruction personnelle, mais pour ça il faut pas se dire qu'on est dans l'échec de quelque chose. Or vous portez tout sur vos épaules et finalement vous semblez beaucoup idéaliser votre ex-femme, pardon. Mais pourtant j'essaie, sincèrement, je fais tout parce que bon, j'ai été terriblement blessé, je fais tout pour l'oublier, je lui en veux beaucoup, c'est certain, même si encore, une fois de plus, j'ai mes responsabilités. Donc voilà, je veux vraiment la sortir de ma tête. Simplement, je vois les aventures que j'ai eues à ce jour, bon, c'est plus compliqué parce que c'est pas si simple, quoi, de reconstruire. Mais parce que vous êtes, vous cherchez quoi aujourd'hui, finalement ? Je recherche à être heureux à nouveau, comme je l'étais il y a encore pas si longtemps. Et vous étiez heureux ? Voilà. Vous étiez heureux ? Comment ? Vous étiez heureux ? Très heureux. Très. J'étais très heureux. Vous étiez heureux avec cette femme ? Oui, jusqu'au jour où... de 2 ans, 2 ans avant mon divorce, voilà, et, un nouveau directeur est arrivé dans l'entreprise et puis ça a été une cabale contre moi, mais voilà, quoi, donc.
Et justement, pendant cette cabale-là, que vous avez vécue au sein de votre entreprise, est-ce que vous trouvez que votre ex-femme a eu l'attitude, le comportement que vous attendiez d'elle? Non, ça, je lui en veux un peu. Ouais, je pense qu'elle a pas su me comprendre. Je pense qu'elle a botté en touche. Mes soucis comment dirais-je, ne l'intéressaient pas à l'époque. C'est vrai ça. Voilà. Vous pensez qu'il ne l'intéressait pas? Quand vous lui en parliez, je pense qu'elle a pas elle été esquivait, opportun, quoi. Ça, c'est voilà. Elle n'a pas été d'un très très bon soutien. Et ça, je lui ai souvent reproché. Oui. Je le sais très bien. Donc quand tout allait bien, ça allait. Oui. Mais si vous vous montriez la fois un peu faillible finalement, fragilisée par une situation, là, elle ne pouvait pas faire face. Voilà, oui. Oui. Donc il fallait que vous soyez fort, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Ouais, il fallait que tout roule. Tout roule, oui. D'accord. Comme aujourd'hui, parce que j'ai réussi à conserver ma maison, avec les enfants, la résidence alternée et tout, donc je gère tout seul, donc ça fait des bonnes journées, mes journées sont bien remplies, quoi, mais voilà, je me dis que derrière les nuages, il y a toujours l'éclaircie. Oui, parce que moi j'ai l'impression qu'elle vous demandait beaucoup, finalement. Oui. Elle vous demandait beaucoup. Elle était c'était un choix. C'est pas comme si elle subissait un choix. Un choix qui elle ne trouvait pas dans sa filière. Elle avait fait des études, mais vous lui permettiez au fond, par votre travail qui vous prenait beaucoup de temps et d'énergie, de pouvoir être à la maison, élever les enfants et d'avoir une vie, si je comprends bien, assez confortable. Oui, tout à fait. Mais finalement, en étant au travail, vous ne vous occupiez pas assez des enfants. Voilà, et puis le jour où dans le travail, vous avez été vraiment dans une situation difficile. Là, elle n'était pas à vos côtés. Oui, non, mais tout à fait. Ouais, je pense que je me culpabilise à tort. C'est parce que j'ai certainement pas réussi encore à me reconstruire. Demain, je rencontrerai quelqu'un. Je pense que voilà. Mais moi, je pense que vous pouvez aussi vous reconstruire un peu. Il y a un temps comme ça après une séparation où on peut aussi se retrouver face à soi-même et c'est parfois beaucoup plus constructif que de se perdre dans des aventures. Mais là encore, chacun fait comme il peut, parce que des aventures, parfois, ça aide aussi à reprendre confiance en soi, en se dire quand on a été dénigré, blessé par l'autre, trompé, on peut se dire tiens, d'autres me trouvent séduisante, désirable, agréable, aimable. Donc on peut aussi se renarcissiser à travers des aventures. Mais parfois, on peut aussi se retrouver. Ça dépend de chacun, de l'histoire de chacun, de son parcours, de ce qu'il a vécu auparavant. On peut aussi parfois se renouer vraiment avec soi-même, avec ce que l'on est, avec ses désirs profonds, en restant parfois un peu seul plutôt que de courir d'aventure en aventure qui parfois nous laisse un goût amer. On va accueillir. Vous souhaitiez des réactions, elles arrivent. Il y a des hommes qui arrivent et qui vont témoigner. N'hésitez pas. S'il y a des gens qui peuvent. Oui, mais je vais vous lire. Alors déjà, il y a des réactions qui seraient intéressés. Il y a des réactions qui arrivent au 39 21. Je vais vous lire des réactions qui arrivent au 7 21 21 code nuit. Il y a Coco qui dit je vous trouve très courageux. Votre femme vous quitte et vous êtes debout. Vous avez vécu un harcèlement en plus au travail. Et Coco qui vous trouve très indulgent pour votre ex-femme et qui trouve que vous la mettez trop sur un piédestal. Il y a Néjoud qui est une jeune femme qui dit après mon divorce, je ne trouve aucun homme à la hauteur de mon ex-mari. Laissez mes coordonnées à Eric s'il désire en parler. Néjoud donc qui laisse son numéro de téléphone. D'accord, oui. Qui est déjà intervenu si vous connaissez l'émission à l'antenne. Donc on vous donnera ses coordonnées en antenne. Il y a Sergio qui dit j'ai mis 5 ans à sortir mon ex-épouse de ma tête et de mon cœur. 6 ans et demi qu'elle est partie aujourd'hui et je suis seule, donc courage à vous. Et puis Loulou qui dit j'ai mis 15 ans pour me reconstruire, je regrette le temps perdu, vous pouvez donner mon numéro à Eric, merci. Et mon cher ou ma chère Loulou, vous n'avez pas mis votre numéro de téléphone, donc il faut que vous nous le redonniez, soit au 39 21, soit au 7 21 21 code nuit. Et on accueille Frédéric qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir. C'est amusant comme votre histoire évoque la mienne avec quelques différences bien sûr, mais donc je souhaitais vous apporter un témoignage vivant
relativement à votre incapacité à avoir une vie affective équilibrée. Je pense qu'il faut que vous laissiez du temps au temps. Je pense que tant qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Moi, ça fait 4 ans après, après 25 ans de vie commune. Moi, c'est pas la mère de mes enfants que je regrette, ce sont mes enfants, mais ils étaient quand même plus grands que les vôtres. Et en fait, je m'aperçois que on ne se sent pas prêt et on le voit bien. Alors, contrairement à vous, moi, j'avoue qu'à mon âge, j'aime bien séduire et je séduis des femmes de mon âge. J'y arrive très bien, mais c'est quand j'ai réussi à transformer que je m'ennuie. Ouais. Alors là, je m'adresse à la psychologue qui est Caroline. Mon vrai problème à moi, c'est que je me demande pourquoi, quand je romps, je suis si violent. Je règle pas de compte avec 2 femmes, mais c'est vrai que je suis très très froid et très distant. Donc je pense que tant que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. En plus, vous avez beaucoup d'énergie à consacrer tant au travail qu'à vos enfants. Donc laissez-vous, happer un jour par une belle histoire inattendue, mais avancez, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre travail, occupez-vous de vous. Et je pense qu'un jour, les choses se feront bien. Et là, actuellement, vous êtes on dirait en convalescence d'amour. En plus, si vous aimiez votre femme et que vous ne vouliez pas la quitter, c'est très difficile. Moi, c'est mes enfants que je voulais pas perdre. Je ne les ai pas perdus, mais même si chez moi tout seul, je suis très bien, il y a juste mes enfants qui me manquent tout le temps. Et pour tout vous dire, j'en ai 3 et le dernier a 18 ans. Donc, ils sont grands, mais ils me manquent toujours. Voilà, donc c'est pas anormal, au contraire. Je pense que vous vous écoutez bien. Je pense que vous avez bien fait. Vous faites bien de ne pas papillonner parce que ça apporte rien. Et ne vous en voulez pas. Par contre, relativement à votre ex, j'ai pas de commentaires à faire. Chacun a sa vie. Moi, j'ai ma dignité d'être parti le premier, seul, debout et tout seul. Et je continue à cultiver cette dignité. D'accord, bien, merci beaucoup. Et votre ex ne travaillait pas, la mienne non plus. La mienne avait ce qu'il fallait pour travailler, mais on avait choisi qu'elle travaille pas parce que nous voulions des enfants. Donc on en a eu 3. Et un jour, dans la procédure, elle m'a entre autres reproché de l'avoir empêché de travailler. Donc moi, j'ai pas été... Mon ex n'est pas parti avec un autre, mais j'ai été trahi, j'ai été profondément trahi, je le supporte toujours, je ne lui en veux pas. J'ai dit aux enfants que ça restait leur mère et que c'était avec elle que je voulais avoir des enfants, que je les ai eus et que j'étais content. Voilà, donc soyez pas étonnés si un jour vous avez envie de poursuivre votre route avec une autre femme, ça arrivera le moment où vous serez prêt pour l'accueillir. Je le pense aussi, mais on dit toujours, je réitère un petit peu, mais l'attente ronge le cœur, vous le savez bien. Mais n'attendez pas, donnez votre temps actuellement à ceux que vous aimez, c'est-à-dire vos enfants, et puis votre boulot, parce que moi j'ai fait comme vous, j'étais le seul à faire brûler la marmite. Je me suis donné corps et âme à rentrer jusqu'à les 22 heures chez moi, et ça s'est retourné contre moi. Il fallait effectivement, c'est un peu comme vous, que je m'occupe d'elle, des enfants, et que je travaille. Et un jour, je me souviens, 1 an après qu'on se soit séparés, elle m'a dit, tu peux être fier de tes enfants, on arrive à faire des économies. Et je lui ai dit, donc j'ai bien compris qu'avant tu gaspillais tout. Oui. Et je continue à ne pas lui en vouloir. C'est celle que j'ai choisie pour avoir des enfants. Je ne regrette rien, je le lui ai dit, mais maintenant on est séparés. C'est la mère. Il faut être très clair, je cherche pas une autre femme comme celle que j'ai eue. Mais je m'aperçois que, alors moi je papillonne, ça je reconnais, je suis dans la séduction, j'aime les femmes, mais c'est très très vite, elle me sature très vite, quoi. Elle me sature très très vite. À peu près au bout d'une semaine ou 15 jours, j'ai envie de les quitter, au bout d'1 mois je les quitte. Je m'ennuie. Merci pour le témoignage, beaucoup. Voilà, donc si ça peut vous donner du baume au cœur, c'est un peu normal, et continuez à vous occuper de vos enfants et vous allez voir que ça va se faire assez naturellement. Merci beaucoup.
Au fil des témoignages, Frédéric, on découvre comme ça des aspects de votre vie. Merci oui, au fur et d'avoir... à mesure, je me livre. Oui, c'est un pulse. La remarque, mais c'est un pulse. Je me livre un peu, mais oui, mais je vous en remercie. C'est vous qui m'avez entendu l'autre fait avec jour, beaucoup de sincérité. Vous voyez, eh bien le choix que j'ai fait il y a 25 ans, même celui-là, je ne le regrette pas. Même ça, je ne le regrette pas. C'est-à-dire que je l'ai choisi et voilà. Et je continue mon chemin sans elle, mais sans les autres non plus. Mais les hommes sont souvent, on l'évoquera peut-être un peu souvent plus. On va accueillir Olivier également. Souvent très fragiles après une séparation. Ont souvent beaucoup plus de difficultés. J'aime pas tellement ce terme à rebondir parce que c'est utilisé de façon un peu facile, mais sont souvent par rapport aux femmes. Je dis pas que les femmes ne vivent pas mal une séparation, mais il y a les hommes ont souvent, il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à se séparer, et souvent parce que se séparer, ils ont eu des mères qui avaient du mal à se séparer d'eux. Les mères ont souvent plus de mal à se séparer de leur fils que de leur fille. Et on le voit vous, Frédéric, dans votre sens de la famille, c'est-à-dire vous avez dit tout de suite que vos enfants vous manquaient plus que votre ex-femme et que vous avez choisi, ne regrettez rien, mais vous parlez plus de la mère de vos enfants que de la femme. Donc on voit le sens de la famille. Et on constate dans les relations tout petit et même après plus tard à l'adolescence que les mères ont souvent plus de mal à se séparer de leur fils que de leur fille, et ça crée souvent beaucoup de difficultés pour les hommes dans leurs relations amoureuses notamment. Après, on va marquer une pause musicale. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez ou reprendre le cours de vos activités, mon cher Frédéric. Après, nous allons accueillir Olivier. Donc, Eric, restez avec nous parce que nous aurons Olivier avec nous en direct au téléphone. Vous pourrez lui parler. À tout de suite. Europe 39 21 34 centimes la minute. L'émission continue sur Europe 1. Alors ce soir avec Eric et Frédéric, nous avons parlé de comment se reconstruire après un divorce ou après une séparation. D'ailleurs, je reçois un SMS de Fred au 7 21 21 code nuit qui dit: je suis sûr qu'il y a beaucoup d'oreilles qui vous écoutent attentivement. Le sujet vaudrait une émission complète. C'est vrai que ça nous concerne tous. C'est très difficile de se refaire confiance d'abord à soi, parce que c'est ça la vraie difficulté. Ça nous fragilise profondément. Une rupture. Alors je parle pas d'une petite rupture, parce qu'il y a quand même des petites et des grandes ruptures. C'est toujours très difficile de se séparer d'une personne que l'on a profondément aimée, avec qui on a passé des années, avec qui on a bâti plein de projets, et en partant, l'autre emporte aussi une partie de nous-mêmes et nous laisse très très fragiles, très démunis. Donc
c'est très compliqué de pouvoir se relancer, envisager la vie amoureuse avec optimisme, surtout quand on avance en âge, je crois, hein, ça joue aussi beaucoup. Il y a le subversif qui dit une variation masculine ce soir sur le thème bluesy de la rupture amoureuse aux accents graves et leitmotiv chagrin. On attend la version jazzy, nous dit-il. Et puis Xav nous dit j'ai vécu quasiment la même histoire qu'Éric. Il ajoute vous êtes encore amoureux de votre femme et tant qu'elle sera présente, vous n'arriverez pas à vous reconstruire. Il y a Brigitte qui dit pouvez-vous vous investir dans des activités, des amitiés nouvelles et peut-être des amitiés féminines aussi. C'est une façon de reprendre confiance aussi, de renouer un petit peu avec la jante féminine, mais de façon un peu apaisée, un peu sereine. Et puis un message qui n'a rien à voir, mais Jean-Marie tient beaucoup. Il dit ce soir c'est la Sainte Renée. Pouvez-vous souhaiter la fête de ma femme? Alors bonne fête à René et puis toutes les Renées et tous les Renés qui nous écoutent. Alors vous êtes là, Éric? Oui, je suis là, j'écoute. Donc on va, il y a des réactions aussi qui arrivent par mail. Il y a Julia qui nous dit c'est toujours difficile un divorce, ça laisse bien sûr toujours des traces, mais Éric, il faut laisser une chance à une autre femme et ne comparez surtout pas. Il faut vous laisser aller. Elle n'a pas du tout été près de vous dans vos problèmes. Je pense qu'il faut au contraire que vous trouviez quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Ne culpabilisez pas. J'ai divorcé également, nous dit Julia. On n'oublie jamais, mais on se refait une vie et parfois bien meilleure. Olympia dit, je pense qu'Éric est surtout très déçu du comportement de sa femme car il avait fait beaucoup d'efforts dans son travail et attendait un réconfort de la part de sa femme et tout ce qu'elle a trouvé de mieux à faire c'est de le quitter. Voilà pourquoi il est autant abasourdi. Et puis Laurence nous dit, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Je suis veuve depuis 3 ans et demi. C'est un problème certes un peu différent, mais je pense qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. Aimez vos enfants, vivez de bons moments avec eux et le moment viendra de refaire votre vie. Ne forcez surtout pas les choses. Bon courage à vous. Voilà, on accueille maintenant Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci encore pour vos émissions. Merci d'y participer. Je me retrouve un peu dans Éric parce que je suis dans le même cas un peu. La seule différence c'est que c'est moi qui ai demandé le divorce. Oui. Et ça fait 8 ans de ça et puis quand je me retrouve avec une fille, il y a toujours quelque chose qui colle pas parce que je sais pas, je ressens peut-être encore des sentiments pour mon ex-femme alors que ça fait déjà 8 ans de ça. Et bon, j'ai quand même créé une famille, j'ai 2 enfants, j'avais une maison, j'avais un jardin. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain dans un appartement. Oui. Et quand on se retrouve dans un appartement, c'est à peu près cette époque-ci, où il fait une nuit de bonheur, on se sent un peu seul, et puis c'est un échec, quoi. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, quand je retrouve une fille, je fais pas confiance, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas coller, j'ai du mal à retrouver, à me sentir bien avec une fille, quoi. Et pourquoi avez-vous demandé le divorce il y a 8 ans? Pardon? Pourquoi avez-vous demandé le divorce il y a 8 ans? C'est-à-dire qu'à l'époque, je travaillais, mon ex avait pris un congé parental 3 ans, puis j'avais acheté une maison à retaper. Oui. Je travaillais, j'avais mon boulot qui était assez dur, je suis chauffeur routier. Allô? Oui, je vous écoute. Vous avez un haut-parleur, parce que ma voix me revient en retour. Non, mais non. Je roule là, mais j'ai mis l'ampli, ouais. Ah oui, ça, normalement, on ne doit pas rouler, hein, c'est pas possible. Mais je me gare, j'ai l'ampli, donc je m'arrête là. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on vous laisse le temps de vous garer, Olivier, parce que on peut pas vous prendre quand vous êtes sur la route, hein. C'est dangereux, on prend pas le risque. Nous, on vous laisse vous garer parce qu'on veut pas perdre votre témoignage. Vous avez des choses à nous dire. On va prendre Pierre, hein, qui est également en attente au 3921, qui est le standard de l'émission et que vous pouvez composer jusqu'à 1 heure. Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Bonsoir. Je réagissais aussi un petit peu à ce témoignage et moi je veux vraiment apporter une note d'optimisme à tout ça. Moi je me suis retrouvé finalement seul, un petit peu comme Eric, alors que ma fille n'avait que 6 mois. Je me suis retrouvé à devoir retourner chez mes parents, ce qui, comme disait Olivier, est quand même un semi-échec quelque part. Oui. Et puis je pense qu'à un moment donné, il faut se dire une chose très simple, c'est que dans le passé, on ne retrouvera jamais rien. Vos enfants, que ce soit des grands ou des petits, ont toujours le sentiment que le parent avec qui ils sont, ou les deux, doivent aller bien. Et moi, à un moment donné, assez rapidement d'ailleurs, sans me poser finalement trop de questions existentielles, malgré que cette rupture a été quand même un moment difficile, parce qu'il y a eu beaucoup de tribunaux, beaucoup de police, beaucoup de choses. Ça a été difficile, ça a été pénible. Et malgré les sentiments, malgré tout ce qui s'est passé, à un moment donné, j'étais devant un choix. J'ai dit, est-ce que je continue à vivre dans le passé, à ressasser, à ramasser chaque jour ma pénitence sur ce qui s'est passé, ou est-ce qu'à un moment donné, j'avance et j'avance pour moi, pour arrêter d'avoir mal, pour arrêter de culpabiliser, pour arrêter de reprocher des choses à des gens comme mon ex, comme tous ceux qui ont continué à vivre dans cette espèce de marasme autour de moi. Et j'ai pris cette décision pour moi, pour ma fille dont j'ai la garde. On a avancé et assez rapidement, j'ai rencontré quelqu'un avec qui on a construit quelque chose, parce que j'ai pas du tout adhéré aux phrases un peu clichés, il faut laisser le temps au temps, faut faire chose. Moi, j'ai pas adhéré à ça. Et je crois qu'à un moment donné, il faut se dire, de toute façon, le passé ne vous donnera rien, puisque c'est cassé. On peut pas dire que on peut réparer sur des situations difficiles. Moi, j'ai pris le parti de faire le pas en avant et de pas continuer à faire des pas en arrière. Je pense que ça réussit, et je pense qu'il faut dire à Eric aussi qu'à un moment donné, il faut voir les gens, il faut laisser la chance. Parce qu'il faut se dire, est-ce que on va rencontrer quelqu'un, est-ce que cette personne doit forcément payer pour ce qui s'est passé dans notre vie au préalable, oui. Ou alors est-ce qu'il faut se dire, voilà, peut-être qu'elle est là ma chance, peut-être que c'est devant, et c'est comme ça qu'il faut réagir. Je sais que c'est pas évident, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à décrocher. Moi, j'ai pris ce parti surtout pour me sauver. Je pense qu'à un moment donné, après, c'est une réaction un petit peu de sauvetage, de se prémunir ou de se préserver, je sais pas comment on peut dire ça, mais surtout avancer, vos enfants sont là. Vous dites avancer déjà pour vous-même, et puis vous dites aussi laisser une chance à la personne à un moment, laisser une chance à ce qui arrive, quoi. C'est-à-dire faire confiance en la vie de nouveau. C'est-à-dire à la personne qui se présente, vraiment lui laisser une chance et pas lui faire payer, parce que parfois consciemment, mais parfois très inconsciemment, on présente l'addition à d'autres. Oui. Ouais. Qu'est-ce que je vous entendais acquiescer, Eric? Oui, non, mais tout à fait. Oui, je pense qu'il y a peut-être ça, oui, indirectement, oui. Vous voulez la culpabilité de sortir, vous ne savez rien de votre culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer. Vous ayez eu un rôle actif, passif, positif, négatif, que vous ayez eu l'impression que ce soit de votre faute ou que ce soit de la faute de l'autre. Moi, souvent, même mes parents me disent, mais cette fille, il voudrait l'écharpiller. Et moi, je lui dis, mais moi, j'ai pas cette haine. Oui. Moi, j'ai avancé. Les cendres que j'ai laissées derrière moi, elles sont là où elles sont. Moi, j'ai avancé. Je suis maintenant marié. On a eu un autre enfant ensemble. Ma fille vit au sein de cette famille. Tout le monde est, entre guillemets, heureux, il faut le dire aussi, parce que devant vous, c'est du bonheur qui doit arriver. Oui. Et les gens que vous allez rencontrer, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est une page blanche qui s'ouvre devant vous. Si après le livre se referme plus vite que prévu, il faut se dire, attends, laissons en ouvrir un autre, tout simplement. D'accord. Oui, on voit qu'on est très différents et que chacun réagit avec sa sensibilité, et que c'est une force que vous avez de pouvoir finalement être résolument optimiste finalement, et ouvert, laisser la possibilité que des choses adviennent.
pas être dans Exactement. une démarche. Et c'est positif pour vous et pour votre petite fille. Elle voit sa mère aujourd'hui néanmoins. Non, elle ne la voit plus depuis cette époque-là. Donc Pour c'est des d'autant raisons plus encore une plus chance. graves, mais bon. C'est d'autant plus une chance pour elle de lui offrir une famille et peut-être en votre compagne actuelle une possibilité de présence maternelle. Bah, disons qu'elle sait qu'elle a 2 mamans, tout ça. Voilà, en sachant qui est, voilà. Que ce soit dans les. Elle connaît son histoire. Elle connaît son histoire. Elle a son livre de naissance. Elle a des photos avec avec sa maman. Il y a aucun souci. Moi, je crois simplement que pour nous, papa ou père ou mari ou ex-mari je pense que simplement on doit être capable de je veux pas dire qu'il faut effacer le passé parce que non, franchement, il ne s'agit pas de cela d'ailleurs. Jamais, non. Et c'est plutôt alors là on. Il revient toujours, de toute façon, voilà. Sous une forme ou sous une autre. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, il faut savoir le composer avec à un moment donné. Mais le futur, ce qui se passe devant nous, je pense que dans les yeux de votre enfant, quand vous sentirez qu'il vous voit heureux ou épanoui ou apaisé au moins, je pense que déjà là vous aurez une victoire sur la vie qui est particulièrement optimiste. Il faut être super positif dans ce genre de circonstances. Même si je peux vous dire, je vous fais pas de résumé, mais j'ai passé vraiment des moments très 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 difficiles. Et malgré ça, quelques mois après, j'ai dit, j'ai le choix. Il faut faire un choix. Et une fois qu'on a fait ce choix-là, il faut positiver, il faut aller vers l'avant, travailler, pas poser de questions. Et aller à fond, quoi. Et souvent, je vais vous dire, beaucoup d'exemples concrets montrent que l'on aime mieux lors d'une deuxième, voire troisième union. C'est-à-dire que en fait, on est plus mature dans sa façon d'être, dans sa façon d'aimer. Alors évidemment, il y en a qui ne tirent jamais rien, qui ne tirent pas un enseignement, une expérience de ce qu'ils ont vécu par le passé. Bon, c'est comme ça, c'est triste à dire. Mais de façon générale, avec l'âge, avec l'expérience, avec les erreurs qu'on a pu commettre, souvent les unions sont plus stables, les deuxième, troisième unions sont plus stables. D'accord. Oui. Je confirme. Oui. Et plus sereine, plus apaisée. Oui. Bon, écoutez, merci beaucoup pour tous ces témoignages. On va retrouver, merci beaucoup Pierre, ça faisait du bien de vous entendre. Et il y a le valet de cœur qui confirme au 7-21-21 qui dit « Il m'a fallu 9 ans après un divorce pour avoir envie de partager de nouveau pleinement, mais je dois reconnaître que c'est tellement plus riche maintenant », nous dit le valet de cœur. Merci beaucoup Pierre, c'était agréable de vous entendre. On retrouve vite Olivier qui a pu se garer. Olivier, ça y est ? Oui, c'est bon. Ça y est, vous êtes garé. Oui, donc vous avez fait le choix de divorcer et pourtant, 8 ans après, vous avez beaucoup de mal à vous reconstruire. C'est-à-dire, vous dites, quand vous retrouvez seul dans votre appartement, surtout, vous dites à cette époque de l'année, c'est un peu compliqué, les jours baissent, vous avez du mal à cette solitude vous pèse, la vie de famille vous manque. Plus la vie de famille, vous réagissez un peu comme Frédéric. Il y a toujours un problème de liaison téléphonique. Vous avez vous pouvez couper l'ampli, s'il vous plaît? Oui. Oui, c'est possible. Merci. Et prendre le téléphone à la main, ça sera mieux pour nous parce que sur l'antenne, ça crée, c'est un peu difficile. C'est mieux? Oui, c'est mieux, merci. Donc vous repensez toujours à votre ex-femme, aux enfants, à la maison. Vous avez cette nostalgie-là. J'ai la nostalgie parce que c'est une maison que j'avais retapée. Oui. À l'époque, j'avais les week-ends, je travaillais sur la maison, donc je faisais tout pour que tout le monde soit bien. Et j'avais des reproches assez régulièrement. Et puis un jour, j'ai baissé les bras, j'ai demandé le divorce carrément, et puis elle était d'accord. Et à l'heure d'aujourd'hui, 8-9 ans de ça, j'arrive toujours pas à me reconstruire parce que je t'ai passé à l'antenne, il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. J'étais allé en Tunisie avec une amie qui m'avait un petit peu plaqué en retour. Oui. Et du coup, là maintenant, je sais pas, j'arrive pas à me reconstruire parce que je suis un peu comme dans le cas d'Éric, à part que c'est moi qui ai demandé le divorce, mais je ressens, j'ai du mal à me reconstruire, quoi.
Et c'est douloureux parce que solitude, c'est pas, comment vous dire, on n'est pas fait pour être seul, quoi. Oui. C'est difficile, oui, de vous retrouver seul, oui. Voilà, donc c'est pas toujours évident, quoi. Puis c'est pas évident de se refaire. Même si, comment il s'appelle, l'auditeur précédent disait qu'il fallait Pierre. regarder devant. Ouais, Pierre, quand il disait qu'il fallait regarder devant, on regarde devant, mais la ligne d'horizon, elle est toujours... c'est pas... Je sais pas... J'arrive pas à me reconstruire, j'arrive pas à faire confiance. Parce que j'ai toujours l'impression... À vous faire confiance ou à faire confiance aux femmes que vous rencontrez? À faire confiance aux femmes que je rencontre. Parce que quand je rencontre une femme, je me dis, elle est charmante, on passe un bon moment, et qu'est-ce qui va se passer dans quelques temps? Pourquoi qu'est-ce qui va... Je sais pas, j'imagine tout de suite la cassure, quoi. Oui, mais vous êtes resté très blessé, même si c'est vous qui avez décidé de partir. Ouais. Ça a mis à mal certainement l'idéal que vous aviez de fonder une famille. Ouais. Pour la vie. Ouais, bah oui. Vous aviez certainement très envie que ça soit pour la vie, de former un couple avec cette femme et de faire des enfants et que ça soit pour la vie, cette famille-là. Ah oui, pour moi c'était pour la vie, quoi. Voilà. Puis quand je me suis retrouvé dans l'appartement, je me suis retrouvé au 3e étage. Les nuits tombaient bonheur. Je me dis qu'est-ce que je fous là tout seul. Ça vous déprime un peu? Ah, ça me déprimait. Et puis là, bon, je me suis relancé, je viens de construire, je suis tout seul. J'ai mes filles qui viennent tous les 15 jours, un week-end sur deux. Là, j'ai ma grande qui vient d'avoir 16 ans. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voulait pour son anniversaire. Ce qu'elle m'a dit, elle me dit, tu me prennes Internet, que je te trouve une petite chérie que je te trouve une petite chérie. Je lui ai dit, ça c'est pas un cadeau pour toi, c'est... Oui, si, peut-être. Comment? Peut-être. Ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle aimerait vous voir un peu heureux. Elle sent bien que finalement c'est un poids et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est important pour les enfants de sentir leurs parents heureux aussi sur ce plan-là, parce que sinon et surtout à l'âge de votre fille, 16 ans. Une fille est très proche de son père, souvent en plus. Donc sentir son père un peu triste, un peu seul, un peu solitaire sur le plan affectif, du coup elle se sent responsable de vous. Donc au fond, si vous aviez une compagne aimante auprès de vous, elle, ça la libérerait certainement d'un certain poids et elle pourrait mieux vivre son adolescence et bien elle avoir ses petits amis, voyez. Donc si au fond le cadeau, on peut comprendre pourquoi elle parle de cadeau. Mais bon, dans les faits, évidemment, ce n'est pas à votre fille de vous trouver une compagne, non. Évidemment, hein. Non, c'est sûr. Mais mais je pense, vous voyez, quand on l'a pas évoqué encore, mais votre témoignage me donne l'occasion de le faire. Je pense que quand on reste comme ça très blessé, que ça soit parce que on est encore très très blessé par la rupture avec l'autre ou et qu'on a du mal à faire le deuil d'une relation ou d'un idéal finalement qu'on avait placé, qu'incarnait cette relation, c'est important quand même d'en parler. D'aller de faire un peu un travail d'avoir un lieu pour un peu se faire aider, parce que vous êtes quand même des hommes jeunes avec beaucoup de potentiel et c'est dommage de se traîner comme ça au fond une blessure et peut-être que parmi les femmes que vous avez rencontrées les uns et les autres, il y en avait avec qui vous auriez pu faire un vrai bout de chemin, voire un long bout de chemin, et peut-être que de par ces blessures qui sont encore très mal cicatrisées, pas du tout cicatrisées, vous avez laissé passer certaines. Bon, tant pis, c'est comme ça. Mais c'est dommage de rester avec cette perte de confiance, je dirais, en vous-même mais en l'autre aussi, et en l'avenir finalement.
Donc, je crois que ça vaut le coup peut-être d'aller en parler un peu et de comprendre ce qui a pu se jouer et pourquoi ça vous a aussi profondément affecté. Ouais, tout à fait, ouais. Plutôt que de rester comme ça. Ouais, c'est sûr. Hein. Vraiment. Si on peut, pour conclure, dire, voyez, ne pas. C'est là où je rejoindrai Pierre, en ce sens que bon, lui, il n'a pas eu besoin de cette aide. Il s'est dit, allez, là, j'y vais. Et après tout, je vais pas me punir toute ma vie et je vais quand même, moi, décider qu'après tout, je vais être heureux et reconstruire et me donner une chance et donner une chance à quelqu'un d'autre. Mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Un peu d'une aide extérieure pour se sortir d'anciens schémas, voyez, et pour pas se traîner comme ça une espèce de une forme d'auto-punition, hein, finalement. Mais voilà. Moi, je sens auprès de mes filles que ça les affecte profondément, quoi. Mais parce que ça vous affecte. Bah, ouais, donc c'est important aussi parce que suite à un divorce, suite à une séparation, c'est aussi leur avenir, l'avenir des enfants qui est en jeu. C'est-à-dire, c'est important de pas hypothéquer leur avenir et de se dire que les enfants, même plus jeunes, comprennent qu'après une épreuve, parce qu'un divorce en est une, on peut se reconstruire. Ouais. Au lieu de se replier sur soi et finalement parfois de s'enfermer dans un tête-à-tête avec l'enfant. Parce que la tendresse que l'on n'a pas ailleurs auprès d'une compagne, on peut l'avoir auprès de l'enfant, surtout quand il est petit. Mais ça, c'est un piège. Ouais. Bon, il va falloir que l'on conclue. En tout cas, merci beaucoup Eric, parce que votre témoignage, vous voyez, a suscité beaucoup de réactions. Hein, donc, écoutez, je vous souhaite bonne route et puis je vous dis, si vraiment vous vous sentez un peu trop pris, absorbé par cette histoire et avec peut-être trop de difficultés à aller de l'avant, ça vaut le coup un peu d'aller explorer un peu ce qui est en jeu, d'aller en parler. D'accord. Je dirais un peu. Je vous tiendrai au courant, quoi qu'il arrive. Avec plaisir. Merci, la même chose pour vous, Olivier. Au revoir. Au revoir, Caroline. Bonne route, Olivier. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Alors il y a Sergio qui dit chapeau, la programmation en totale adéquation avec ce qui précède, quel talent, et le subversif qui me dit le programmateur musical expert en mettant psychose mélodique possède un corps astral lui permettant d'accorder d'avance sa liste. Oui, ça c'est vrai que je sais pas comment il fait parce que sa liste il a fait effectivement à l'avance, mais en revanche il ne sait pas ce que vous allez dire puisque nous sommes en direct et que nous ne savons jamais à l'avance ce que vous allez nous dire. Alors là, il doit avoir un corps astral, effectivement. On accueille maintenant Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et merci de votre patience. Il paraît que vous attendez, c'est Fifi qui me dit ça, depuis un bon moment au 39-21. Alors merci beaucoup. Ouais, c'est pas grave, c'était intéressant. Écoutez, moi je suis un peu émue, donc j'ai un peu de mal peut-être à m'exprimer. Je vais essayer de me faire comprendre quand même. Voilà, moi je vous appelle parce que c'est par rapport au travail en fait. Par rapport à ma profession, donc en fait j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 7 mois. Oui. Et alors... c'est une entreprise de quoi ? Alors, je veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est dans le cosmétique. J'ai créé une marque dans le cosmétique afro. Voilà. Cosmétique afro. Voilà. D'accord. Donc, tout ce qui est afro-antillais, tout ça. Oui. Donc, oui. Voilà. Donc, j'ai créé ma marque. Et en fait, ça fait maintenant 7 mois. Au départ, j'étais très enthousiaste et tout ça. Je suis assez bien épaulée en plus par mon copain. Mais je me rends compte en fait là depuis quelque temps que ça devient très difficile. Je me suis rendu compte j'ai peut-être pas fait les bons choix, c'est-à-dire au départ j'avais peur. Donc c'est vrai qu'il est derrière moi, il m'a beaucoup poussé. Oui. Et j'avais peur par rapport à un premier prêt pour me lancer. Du coup, j'avais vraiment vu très petit. Et aujourd'hui, il faudrait en fait s'agrandir, se tourner plus vers les professionnels en fait.
donc devenir fournisseur, et j'ai besoin en fait pour ça d'aller encore emprunter en fait. Et parce que vous vendez à des, c'est pas vous les fabriquez pas les produits? Non, en fait, j'achète oui. dans un pays asiatique que oui. je mets ma marque et je revends. D'accord. Et vous revendez à des... Voilà, en fait, le problème, c'est que au départ, j'ai fait le mauvais choix parce que j'avais peur d'aller directement voir Gros et voir les distributeurs. Oui. Aujourd'hui, j'ai pas de boutique, mais je vends, on va dire, à domicile, quelque part, dans ma ville pour l'instant. D'accord. Pour le moment, vous allez chez les particuliers, donc. Hein. Voilà. Et c'est impossible. C'est très difficile. Bah, ça, oui. Oui, donc voilà. Vous voudriez vous adresser maintenant à des distributeurs. Tout à fait. Ce que j'aurais dû faire dès le départ d'ailleurs, mais comme j'avais peur, les sommes étaient tout de suite. Forcément, plus importantes. Donc c'est pour ça que vous voudriez demander un deuxième prêt à votre banquier. Voilà, mais j'ai été convoquée par la directrice de ma banque en fait. Oui. Et elle voulait qu'on fasse le point, et moi j'en ai profité pour lui dire que voilà comment j'aimerais en fait m'agrandir et faire autrement. Elle m'a dit tout de suite qu'elle trouvait que c'était une idée très intéressante et que c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. Ah, bah alors. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé qu'elle m'avait cassée. Je me suis sentie, en fait, quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'ai été très mal parce qu'elle m'a dit, il va falloir m'apporter ci. Enfin, elle a été très carrée. Elle demande des garanties, des... Voilà, enfin, c'était même pas par rapport à ça, c'est comme si elle m'avait renvoyé mon manque de motivation, en fait, par rapport à mon projet. Et quand je suis sortie de là, je me suis posé plein de questions, et je me suis demandé si c'était vraiment ça que je voulais faire, si c'était vraiment, parce que j'ai du coup un peu essayé de voir par rapport à mon propre parcours. J'ai jamais pu, en fait, finir ce que j'avais commencé, parce que même au niveau de mes études... J'avais fait un DUC que j'ai pas achevé, après j'ai fait un BTS que j'ai pas achevé non plus, et là je sens que je voudrais pas ne pas achever ce projet parce qu'il me tient à cœur, mais voilà, c'est pour ça que j'essaie un peu de voir des pistes, voilà. C'est un peu... Vous avez peur de ne pas aller au bout de votre projet? Voilà, exactement. Mais quand vous dites, parce que c'est bizarre, la banquière normalement elle est pas là pour elle tester vraiment votre motivation. Elle voit si ça tient la route, s'il peut y avoir s'il peut y avoir des clients, une demande, et si c'est susceptible d'intéresser, s'il y a un marché, voir s'il y a des garanties derrière et si le prêt est... Donc je suis un peu surprise comment parce que vous en parlez comme si vous passiez un entretien de recrutement. Mais c'est ça en fait que j'ai... Or, comme dit Coco, elle veut surtout se couvrir, quoi, c'est ça. On a l'impression que là, vous étiez comme dans un entretien de recrutement, peut-être parce que vous lui répondiez pas. Vous dites, elle était très carrée, comme souvent sont les banquiers, hein. Et vous vous êtes laissé un peu intimider, impressionner. Voilà, tout à fait. Je pense que, en fait, vous parliez pas le même langage. Le problème, c'est qu'elle m'a pris au dépourvu parce que moi, j'allais pas pour lui présenter. C'est elle qui a voulu me voir et moi, j'en ai profité pour lui faire part aussi de ce que je comptais faire prochainement. Et du coup, j'ai trouvé c'est comme si quelque part, elle avait totalement pris le dessus. Ben oui. Et elle m'a dit, c'est souvent le cas, hein. Vous aurez dû faire ça depuis le départ. Maintenant, il va falloir faire comme ci, comme ça. Faut vraiment vous recentrer, recommencer à zéro. Elle a été, je trouvais très dure. Mais après, peut-être c'est mon interprétation, je sais pas, parce que peut-être que, je suis pas très à l'aise. Non, c'est difficile de parler d'argent aussi pour certaines personnes. C'est peut-être, pour la majorité des gens. On se sent, c'est ça qui est difficile et malheureusement certaines personnes peuvent en jouer aussi. C'est peut-être ça, non? Oui, parce que même actuellement, je me dis, je vais demander une telle somme, est-ce qu'ils vont me faire... est-ce que, voilà, je me dis, est-ce que je... Oui, mais vous êtes cliente de cette banque. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit. Faut pas oublier ça aussi, hein, Nathalie, hein. Tout à fait.
C'est aussi, oui, parce que ce qui est compliqué, c'est que du coup, quand on vient demander un prêt, on se met toujours en position de demande et tout, mais il faut pas oublier qu'en même temps, vous êtes cliente et que c'est aussi en tant que client, c'est les clients qui font vivre les banques, hein. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Et que les banques d'ailleurs se font pas mal d'argent sur le dos, pas forcément des plus riches, mais aussi des clients les plus pauvres souvent, avec les intérêts, avec les bon, on a vu le scandale qu'il y a eu, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai mais je comprends que vous soyez senti écrasé, parce que parfois il peut y avoir ce sentiment-là quand on n'a pas l'habitude de discuter argent, on peut vite se laisser embrouiller. Tout à fait. Alors qu'elle, c'est son métier. Mais elle est aussi là pour bon, évidemment, si vous arrivez avec un truc complètement farfelu, donc de deux choses l'une, soit elle vous dit c'est irréalisable ou bon, mais elle est aussi là pour quand même pouvoir encourager votre projet, le soutenir, hein. Sinon, vous pouvez aussi aller dans une autre banque. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs, mais si j'essaye d'être objective, elle n'a pas dit que c'était n'importe quoi. Visiblement, non. Elle m'a dit faut vraiment quelque chose de carré, faut vraiment des chiffres, ça je le sais. Mais ça c'est vrai, parce qu'on vous le demandera, on va pas non plus vous donner, oui, je sais pas combien vous demandez, tout dépend combien vous demandez comme prêt. 30 000 euros. 30 000 euros? Oui. Oui, enfin ça va encore, hein. 30 000 euros, mais pour démarrer, j'avais demandé 6 000 euros. Et ça, je l'ai eu, mais même pour le encore petit heureux. prêt que j'avais fait, même pour le petit prêt, pour vous dire, j'avais quand même aussi fait mon prévisionnel et tout ça, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, mon bilan prévisionnel, tout ça sera fait. Mais c'est vrai qu'elle a été assez dure. Enfin, j'ai trouvé, mais maintenant, je pense que oui, j'ai essayé de relativiser. C'est son métier, elle a essayé de me montrer, il n'y a pas de problème. Mais je pense que le problème vient aussi de moi, du fait que... Oui, que vous n'allez pas au bout des choses. Oui. Donc que vous avez peur. Oui, voilà. Mais alors, ce projet... Oui. Excusez-moi. Non, allez-y. Vous demandez quoi? Non. Je me demande peut-être si je vais pas m'auto-saboter. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pour quelle raison, là, vous le feriez? Peut-être j'ai peur de réussir, parce qu'au fond de moi, je sais que je suis en train de faire quelque chose qui est assez novateur et qui risque de marcher. Oui, parce que les cosmétiques pour afro, il y en a pas tant que ça, hein. Non, et en plus, c'est pour ça que je veux pas trop en dire. C'est vraiment quelque chose. Oui, ne dites pas trop pour qu'on vous pique pas votre idée. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment, excusez-moi, qui est vraiment demandé. C'est quelque chose qui va fonctionner, je pense. Mais alors, ça vaut le coup, hein. Parce que là, ça fait déjà 6 mois, donc je fonctionne déjà comme ça. Du porte-à-porte, c'est très difficile, mais ça marche. Et vous avez une clientèle, les femmes sont satisfaites de vos produits. Tout à fait. Et à savoir que je suis dans une ville où il n'y a pas énormément de population afro, mais j'arrive quand même à avoir un fichier client qui avoisine les 100 personnes, rien que dans ma petite ville, dans mon petit. Donc je me dis, dans les grandes villes comme Paris et autres, j'aurai des distributeurs. Je compte même pas m'arrêter que dans la France. Après, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a tout ça. Mais c'est vrai que quand j'y pense, c'est tellement beau, c'est tellement gigantesque. En même temps, c'est effrayant en fait. Et c'est vous qui avez eu l'idée? Oui, avec mon copain, oui. Mais votre copain, lui, il n'était pas présent au moment de l'entretien avec la banquière? Si, il était là. Et il n'a pas pu, lui, c'est pareil, il a été un petit peu... Non. En fait, j'ai pas trop voulu qu'il prenne la parole. Parce qu'en fait, c'est mon projet. J'ai eu peur justement que s'il prenait la parole, ça allait un peu me minimiser en fait, quelque part. D'accord, oui. Vous êtes jeune, Nathalie, vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Oui. Mais c'est super, enfin moi je trouve ça formidable qu'une jeune femme de 28 ans crée son entreprise et une idée apparemment très novatrice comme ça.
Oui, c'est bon. Oh, il y a le valet de cœur qui me reprend, et c'est vrai, il a raison, il dit un projet n'est jamais défendu par un banquier, il faut qu'il soit défendu par son créateur, mais il faut croire en vos chances avant tout. Il y a le subversif qui dit que finalement il faut pas hésiter, il faut foncer. Il y a Inès qui dit puisqu'elle ne finit pas ce qu'elle commence, c'est l'occasion d'analyser quelque chose tout en continuant le projet. Peut-être que là c'était des études, c'était un petit peu différent. Voilà, là vous êtes dans quelque chose de concret. Oui, exactement. Oui. Peut-être que vous avez, voyez les études, peut-être que vous saviez pas où ça allait vous mener, peut-être que vous avez l'esprit d'entreprise, après tout. Une idée, alors c'est vrai qu'après, vous êtes peut-être, voilà, vous avez le côté créatif, mais justement, tout le côté business et tout, voilà. Vous êtes un peu plus en difficulté. Exactement, et ça, c'est mon copain qui prend la relève après, parce que lui, il est plus, je pense, c'est lui qui m'avait dit dès le départ qu'il fallait qu'on fasse comme ça, j'avais dit non. Oui. Et maintenant, on revient quand même à son idée, donc il a plus le côté business, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas trop ça, effectivement. Donc, Et alors, vous avez peur que si lui s'occupe plus de cette partie-là, vous soyez un peu dépossédé de votre projet ? Non, mais c'est vrai que j'aime bien être un peu sur tous les... Enfin, oui, j'aime bien être un peu partout. Donc, Non, mais je vous comprends, ça se comprend. Hein. Comment ? Il faudrait presque que vous ayez un conseiller. Oui, je suis suivie parce qu'il y a des associations et tout ça qui aident les chefs d'entreprise, mais c'est pas évident parce que on nous dit qu'on est suivi et tout, mais au final on est quand même seul, quoi. C'est ça aussi, hein. On est quand même pas mal seul et puis il faut se débrouiller, quoi, de toute façon. Oui, parce qu'il y avait des associations, j'avais entendu parler, qui aidaient justement les jeunes entrepreneurs. C'était des anciens entrepreneurs qui faisaient même ça, bénévolement, qui donnaient un coup de main comme ça à des jeunes entrepreneurs sur comment monter les dossiers, justement comment les présenter aux banques et tout. Oh, j'ai plus le nom, mais donc des gens qui, voyez, ils avaient aucun intérêt si ce n'est le goût de l'entreprise de transmettre à des jeunes leur savoir, leur expérience, mais eux, ils touchaient pas des dividendes sur ce qui était fait. C'était vraiment un goût de transmettre quelque chose. Alors comment trouver ça? Je sais pas, sur internet peut-être. Regarder sur le net. Je regarde. Oui. Tout voir. Sûrement il doit y avoir quelque chose. Je sais pas. Parce que ça serait dommage de vous laisser décourager. C'est-à-dire que la banquière, ce qu'elle veut, c'est un dossier bien ficelé, hein. Mais franchement, 30 000 euros, ça va, quoi. Vous devriez pouvoir faire ce qu'elle les débloque, hein. Vous lui demandez pas non plus. C'est pas une somme. Pour moi, oui, ça me paraît. Non, mais et pour elle, pour une banquière, c'est peanuts, hein. Vous avez vu les sommes qui sont sorties. Enfin, on va pas en parler. 30 000 euros, c'est franchement. Évidemment, pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est bon. Mais pour un banquier, c'est rien, hein. Donc il suffit de lui monter un projet un peu ficelé, d'avoir quelques chiffres qui tiennent la route, vous voyez, et vous pouvez aller au bout de votre projet, hein. Mais il faudrait que vous soyez un peu conseillé, vous soyez un peu moins seul. Oui, d'ailleurs demain j'ai rendez-vous avec une association. Ben ça serait pas mal, parce que je sais que j'avais vu ça dans un reportage où c'était, je vous dis, d'anciens entrepreneurs qui faisaient profiter de leur expérience à des jeunes comme ça qui avaient une idée, mais qui n'avaient pas tout ça, quoi. Ils avaient une super idée, mais bon, après monter des dossiers, faire des montages, aller trouver les banquiers, c'est vrai que ça on peut vite se laisser arrêter. Et comme ça, je suis sûre qu'il y a des tas d'idées qui, parfois les plus simples d'ailleurs, qui restent. On n'encourage pas tellement, hein, les jeunes talents. Hein, c'est tellement, il y a une telle bureaucratie, il y a une telle donc. C'est exactement ça. Moi, ça me gêne parce que. Attendez, on a une réaction parce qu'il faut on arrive à la fin de l'émission. Claude est avec nous. Bonsoir, Claude. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, par rapport à cette dame, il faudrait qu'elle se mette en contact avec une association. Ce sont des bénévoles anciens entrepreneurs. Oui. Ah, oui. Alors, c'est EG,
Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Ah, c'est très symbolique, EG, oui. EG.asso.fr. Ah, on va noter ça. eg.asso.fr. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cette association? Dans chaque département. Oui. Donc elle va trouver, moi je suis en région centre, donc je me suis occupé de ça, donc voilà quoi, elle aura des soutiens par des bénévoles qui pourront la guider vis-à-vis de ses démarches vers les banques, auprès des chambres de commerce et autres. C'est ça, donc c'est Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise. Voilà. Donc c'est d'anciens entrepreneurs qui aident des jeunes. Des jeunes ou des gens qui sont en recherche d'emploi, enfin voilà. Et ils pourront l'accompagner pour ses démarches vers les chambres de commerce ou les chambres des métiers ou vers les banques ou obtenir des prêts notamment vers Oseo, etc. quoi. Enfin, c'est des bénévoles qui sont compétents dans le domaine, quoi. Oh bah écoutez, merci Claude, hein, c'est formidable parce que j'étais très ennuyée, je voulais vraiment aider cette jeune femme, la Nathalie, et vous en avez fait partie, donc vous savez, voilà. J'ai travaillé avec eux pendant 7 ans, maintenant je leur donne un peu, toujours un coup de main, je fais du secrétariat pour eux, mais bon, ça fonctionne. Hein. Ah bah c'est super, donc ils pourront l'aider à monter son dossier et voilà, et puis aller convaincre cette banquière qu'elle est motivée et qu'elle peut avoir ses 30 000 euros. Voilà, bon, le truc habituel, c'est études de marché, etc. Mais bon, il n'y a pas de souci, ils vont l'aider. Hein. Oh ben merci beaucoup Claude. C'est ce qui est formidable dans cette émission, c'est qu'on peut partir sur n'importe quel thème, le logement, l'emploi. Je vous remercie parce que vous êtes toujours là pour nous trouver les solutions. Il y a vraiment une solidarité. Merci infiniment Claude. Vous avez noté, Nathalie? Oui, tout à fait. Mais sinon, merci on va vous redonner hors antenne. Vous nous tiendrez au courant? Pas de problème, je le ferai. On croise les doigts pour vous, hein, jeune fille. Hein. À bientôt, hein, j'espère. Hein. Au revoir. Au revoir. Merci Claude. Au revoir.